Bonjour, déjà merci à vous voilà, de vous être conviés ici donc, pour ce webinaire et pour vous qui le suivez. Donc ce webinaire fait suite finalement au lunch que l'on a déjà co-organisé donc, avec Mélanie de chez Mbuild le 14 novembre. Et donc aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour parler d'une thématique qui défraie un peu la chronique, l'intelligence artificielle donc dans le secteur de la construction. Pour peut-être débuter, je vais peut-être passer la parole donc à Mélanie qui va nous expliquer peut-être dans quel cadre et dans quel projet ce webinaire s'intègre. Bonjour Céline, donc merci pour l'introduction. Donc voilà, comme tu le disais, ce projet aujourd'hui, ce webinaire sur l'IA, il fait suite à un lunch du numérique qui était déjà dans le cadre du projet Digizy. Pour être très rapide, Digizy, c'est un projet qui a duré 2 ans, qui est un projet qui était mené par Mbuild Wallonie avec différents partenaires, avec Buildwise, avec, vous le voyez à l'écran, avec Buildwise, Fedistria, Wood.be, Greenwin, Logistics in Wallonia. Et donc, c'est un projet qui était dans le cadre du programme Industrie du futur Digital Wallonia de l'Agence du numérique et soutenu par la région Wallonne. Donc, c'était un projet qui était à destination des entreprises manufacturières de la construction. On sait que le secteur évolue, on a de plus en plus de préfabrication, des personnes qui anticipent davantage les chantiers, qui voient les choses autrement et qui sont confrontées aussi à d'autres soucis, des soucis plus industriels qui ne sont pas toujours des soucis les mêmes typiques de la construction traditionnelle. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ce projet a été développé. Il a eu on a fait pas mal d'actions, hein. On a créé des outils, des contenus, on a fait des webinaires. Et donc, ce fameux lunch du numérique, on avait eu pas mal de débats au niveau de l'IA et on s'était dit, voilà, on voit qu'il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là, que les entreprises se posent des questions. Et c'est ça qu'on réitère avec la FAPOL aujourd'hui, justement, ce sujet pour aller encore plus dans le détail de ce que se fait l'IA au niveau du secteur. Merci beaucoup Mélanie. Donc je vais peut-être introduire nos 2 orateurs du jour. Alors il y en a un qui était justement aussi présent au lunch du numérique donc en novembre. Il s'agit de Philippe Laurent. Et alors ensuite nous avons Caroline Vandenplaat donc de chez B12 Consulting qui va nous apporter donc la lumière on va dire du point de vue de l'entreprise experte en intelligence artificielle. Je peux peut-être vous proposer de vous présenter de manière en quelques secondes. Alors voilà, moi je suis managing partner chez B12 Consulting. B12 Consulting est une entreprise de services, donc on développe des solutions d'intelligence artificielle pour tout type d'industrie. Et donc notre but est vraiment, on vous conseille d'abord sur comment se lancer dans l'IA jusqu'à délivrer une solution que vous pouvez intégrer dans vos processus et on réfléchit avec vous comment le faire de la meilleure manière possible. Et je m'appelle donc Philippe Laurent, je suis avocat au barreau de Bruxelles dans le cabinet Marx von Transformation Partners MVVP, spécialisé dans le droit de l'informatique, droit de la propriété intellectuelle, droit des contrats, droit commercial général. Et donc, oui, j'exerce la profession d'avocat et je fais tout ce qu'un avocat fait généralement, donc conseiller, aider les clients à naviguer dans la législation. Et puis, dans le cadre de l'Infopôle, on a l'occasion de parler de toutes ces lois relatives à l'IT. Et là, mon intervention, c'est plus de la sensibilisation et de la formation. Donc, on a l'occasion d'organiser pas mal de choses pour aider les industries du secteur à comprendre davantage le cadre légal qui s'applique à eux. Super, en tout cas merci à vous deux de vous être impliqués dans le webinaire d'aujourd'hui. Alors peut-être avant de commencer, on va présenter un peu l'agenda du webinaire. Donc tout d'abord, nous allons parler de l'introduction de l'IA, donc voir déjà de quel type d'IA on parle, c'est quoi et qu'est-ce que ça peut apporter au secteur de la construction
et plus précisément donc au secteur industriel. À la suite de ça, on verra justement, mais donc avec Philippe, les questions un peu plus légales. Et alors, on reviendra avec Caroline sur un retour d'expérience. Lors du lunch du numérique, nous avions abordé les dispositifs de Startia et de tremplin IA. Et donc aujourd'hui, Caroline va nous présenter un tremplin IA et pourra nous faire justement le retour d'expérience, voir un peu comment cela s'est déroulé. Voilà, mais donc peut-être pour commencer, d'après le dernier rapport donc sur l'intelligence artificielle de l'université de Stanford en 2022 pardon, le montant des investissements privés a été multiplié par 18. Donc c'est énorme. Peut-être Caroline, à votre avis, déjà de quelle IA on parle et comment ça se fait que ça a augmenté de cette manière? Alors l'IA a connu plusieurs hivers dans son histoire, hein. Il y avait beaucoup d'attentes dans les années 50 notamment, et puis finalement ça n'a pas délivré ce qui était attendu. Puis il y a quand même eu l'avènement de ce qu'on appelle les réseaux de neurones profonds, et donc une amélioration quand même de leur performance. Alors on parlera de ChatGPT dans un petit moment, parce que ça c'est vraiment la nouvelle technologie, mais c'est après 2022, mais notamment la grosse vague avant était dans tout ce qui était computer vision notamment, donc la capacité de reconnaître des objets sur une image, de reconnaître des choses sur une image, qui a vraiment très fort évolué. Et donc je pense que c'est vraiment une question de performance, et que maintenant ils deviennent vraiment très utiles et on peut automatiser certains processus dans l'industrie ou dans d'autres secteurs grâce à l'IA. Ok. Et justement, par rapport à ces processus, est-ce que vous avez, est-ce que tu as pu au sein de B12 identifier vraiment des domaines où l'IA pouvait apporter son aide? Alors, il y a énormément de domaines et ça dépend de chaque secteur, ça dépend de chaque entreprise. Donc on aime bien nous parler avec les clients et de leur demander qu'ils nous expliquent ce qu'ils font, quels sont leurs processus. Et souvent, ce qu'on leur demande, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, quelles sont les tâches qui sont lourdes, répétitives et qui, pour vous, n'ont pas de valeur ajoutée, mais sont nécessaires à faire. Mais pour être un peu plus précise, quand même, il y a par exemple tout ce qui est de la maintenance prédictive. Donc ça, c'est quelque chose dans l'industrie, normalement, qui peut être très, très utile. La détection d'anomalies sur des plaques d'aluminium, par exemple, qui permet d'avoir moins de déchets. Il y a tout ce qui est robotique intelligente aussi dans l'industrie qui peut être très utilisé. Donc, il faut vraiment penser à l'IA pour automatiser certains processus très répétitifs ou optimiser ces processus. Donc, on peut aussi regarder où est-ce qu'on perd du temps, comment on pourrait mieux répartir la charge de travail, par exemple, ou comment on pourrait optimiser une chaîne de production, par exemple. Ça, c'est des choses que l'IA peut vraiment aider. On peut aussi penser à l'amélioration de la sécurité au travail, par exemple, parce qu'on peut avoir des caméras de surveillance et détecter des situations dangereuses éventuellement grâce à l'IA. C'est des choses qui peuvent être très utiles. Et aussi tout ce qui est gestion d'approvisionnement, de stock, c'est des choses que l'IA on peut lui donner des données aussi externes, par exemple la météo ou les prévisions météo peuvent aussi parfois aider à prévoir certains comportements et des chaînes d'approvisionnement peuvent être mieux gérées grâce à l'IA. Oui, comme tu dis, ça dépend aussi un petit peu du secteur. Okay. Et justement, Mélanie, toi, en tant que représentante du secteur de la construction, est-ce que tu as également identifié des domaines où l'IA pouvait apporter quelque chose aux entreprises? Oui, justement, on avait identifié quelques cas pratiques à ce niveau-là. Et plus particulièrement avec Buildwise, en fait, avec le centre de recherche, qui eux, ils travaillent à différents projets numériques. Et ici, c'est un exemple, Caroline vient d'en parler justement, au niveau de la sécurité sur chantier. Donc, on n'est pas forcément sur l'industriel, mais plus sur le chantier. Et ici, on voit un petit prototype où l'IA, en fait, va venir détecter les équipements des travailleurs, les équipements de sécurité des travailleurs. Ici, on voit directement si la personne a son gilet, si la personne a un casque, et on peut aussi identifier sur l'autre image si la personne est à côté d'un véhicule en mouvement. Et donc, de pouvoir mieux sécuriser le chantier. Et ce qui est très intéressant de se dire, en effet, parce qu'on nous pose souvent la question, tiens, l'IA va remplacer l'humain, va remplacer les tâches que je fais, mais non.
ce genre de dispositif, finalement, ça apporte quelque chose en plus. C'est pas quelque chose que, en général, quelqu'un est là sur le chantier en train de regarder et de dire ça va apporter quelque chose en plus et être un bénéfice. Évidemment, ce genre de choses ici, on n'est plus sur des gros chantiers. On n'imagine pas ça sur une petite structure où ils sont peut-être 2, ça n'a pas d'intérêt. Mais sur des chantiers qui durent plusieurs mois, où avec plusieurs intervenants, où des fois on ne sait pas quels sous-traitants sont là sur le chantier et on n'a pas un œil partout, ça peut vraiment même sauver des vies. En fait. Un autre cas ici, voilà, ça c'est une application qu'on aime bien montrer aux entreprises parce que c'est facile d'utilisation. C'est pour compter des éléments, il en existe plein, il en existe des gratuites. Avec un smartphone par exemple, on prend une photo et derrière il y a une base de données d'images qui ont été entraînées. Là par exemple, on prend une photo de poutres sur un chantier et le but en fait c'est de voir très rapidement combien il y a de poutres. Alors on pourrait se dire, on a déjà rencontré des entreprises en fait où il y a une personne qui est dédiée à ça, qui doit compter les poutres. Alors on dit que c'est un travail répétitif et en général, c'est pas le travail que la personne est censée faire. C'est vraiment une tâche en plus où elle pourrait être délivrée de cette tâche et faire autre chose. C'est souvent le message qu'on a. Et ici, très clairement, en plus, on se dit, voilà, c'est peut-être pas parfait, on va prendre la photo. On voit si on regarde vraiment de manière très précise que l'IA n'a pas détecté toutes les poutres, mais c'est logique aussi parce que la photo, des fois, elle coupe une poutre en deux, donc elle n'a pas identifié que c'était une poutre derrière. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un œil critique de l'humain derrière, de se dire, voilà, très rapidement, je vais peut-être identifier que j'ai 326 poutres. Alors, c'est pas exact à 100%, mais ce sera peut-être toujours plus exact que quelqu'un qui va compter pendant des heures et qui, à un donné, va se tromper parce qu'on est des humains. Le dernier cas que je voulais montrer, c'était, là, on est peut-être un peu très futuriste, mais c'est aussi pour la réflexion. C'est le robot Spot sur chantier. Alors, en fait, ce robot, il faut vraiment le voir. Toutes les entreprises ne l'ont pas. Loin de là, on est vraiment ici plus dans de l'expérience, de la recherche. C'est un robot qu'il faut voir comme un drone, en fait. C'est simplement le robot, si on ne lui met rien sur le dos, finalement, il ne sert pas à grand-chose. Disons qu'ici, il a été équipé d'un scanner qui va pouvoir détecter des fissures en béton sur le chantier. Donc, c'est une application. On pourrait lui mettre d'autres choses. On pourrait lui donner une caméra thermographique pour faire aussi des images sur le chantier ou des images en photogrammétrie. Ici, le cas, c'était, voilà, le robot part sur un chantier et il va détecter toutes les fissures de béton. Et donc, il peut dire, tiens, à 88%, je sais que c'est une fissure en béton, à 99%. Donc voilà, on est un peu dans le prototype, dans la recherche, mais c'est pour montrer que le champ des possibles, il est là et que c'est vraiment pour apporter des choses en plus et des meilleures qualités au travail de l'entrepreneur. Justement, comme tu disais, l'IA peut faire peur, etc. Quels sont finalement les conseils que tu donnerais aux entreprises qui voilà, sont peut-être un peu réticentes à prendre le train en marche? Mais déjà, s'ils assistent aujourd'hui au webinaire, c'est déjà une très bonne chose. Non, mais voilà, c'est vrai que l'IA, on a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des acteurs qui sont là aussi pour répondre. Il y a des acteurs comme Caroline qui peuvent aussi aider les partenaires. Donc, quand il y a une idée, peut-être qu'une entreprise se pose la question, c'est peut-être d'aller vers son secteur, peut-être vers les fédérations, vers les clusters, de se demander, tiens, le bon FX, est-ce que vous travaillez déjà là-dessus? Est-ce que vous avez déjà eu des cas d'expérience? Donc ça, déjà, c'est une première démarche, de se dire, on reste pas tout seul avec sa question, parce que nous, on travaille quand même on travaille avec vous, on travaille avec les centres de recherche, et on essaye justement de travailler à ces questions. Et donc, plus on a de questions aussi de retour de terrain, et mieux on va peut-être pouvoir travailler sur ces questions. Autre chose aussi, on en a parlé, on va en reparler, il y a des dispositifs qui existent comme les Start IA, les tremplins IA, et là qui permettent vraiment de concrétiser une idée qui n'existe peut-être pas encore et où l'entreprise, au lieu de rester avec sa question, elle va pouvoir l'essayer et se dire, tiens, vraiment, je risque pas grand-chose, là je peux vraiment me lancer au lieu de rester avec mes questions théoriques et avancer tout seul. Justement, Caroline, toi de ton côté, est-ce que tu as déjà été confrontée à des entreprises qui avaient ces peurs, ces craintes, et qu'est-ce que tu leur as dit, qu'est-ce que vous leur avez dit? Alors en général, quand nous on arrive dans une entreprise, c'est qu'il y a au moins une personne dans l'entreprise qui est intéressée de faire l'IA, mais souvent, et c'est vrai qu'ils nous disent, on a quand même un questionnement,
je sais pas trop comment en parler aux employés ou aux managers, comment est-ce qu'on fait passer le message. Donc c'est important, je pense, d'éduquer autant les employés qui peuvent avoir très peur de perdre leur emploi, alors que moi je pense vraiment qu'il faut voir l'IA, comme Mélanie l'a dit, comme un soutien, comme quelque chose qui va ou bien améliorer la qualité des conditions de travail, ou bien remplacer, mais sur des tâches qui ne sont pas très intéressantes et qui va donc libérer du temps aux personnes, aux employés pour faire ou aux ouvriers pour faire des choses qui sont à plus de valeur ajoutée. Et du côté du management, je pense que les expériences d'autres, c'est ce qui parle le mieux pour nous. On dit toujours c'est nos clients qui parlent le mieux pour nous. Donc on peut dire on va calculer un retour sur investissement, mais je pense qu'avoir un autre entrepreneur qui dit moi j'utilise l'IA depuis 6 mois pour faire ça et ça change ma vie et je suis vraiment content de l'avoir fait, je pense que c'est le mieux. Donc aller voir dans le secteur ceux qui l'ont déjà fait, et je pense qu'il faut pas avoir peur de l'innovation. C'est quand même des technologies qui sont pas nouvelles non plus, qui existent depuis très longtemps maintenant, et qu'il y a des experts comme nous ou comme d'autres qui sont capables de dire oui, ça on peut le faire et il n'y a pas de danger, ou alors là ça peut être intéressant, mais il faut une grosse validation humaine derrière ce que l'IA va dire, ou alors ça c'est encore ou parfois éthiquement pas correct de le faire non plus, mais donc il y a quand même, on va avoir le AI Act qui va aussi nous mettre des limites dans ce qu'on fait, mais je pense pas qu'il faut avoir peur, je pense qu'il faut vraiment voir l'IA comme une opportunité. Super, merci. Justement, tu parlais d'éthique. Donc, sans transition, on va voir justement donc avec Philippe peut-être justement les législations importantes. Qu'est-ce qui est important à savoir avant de finalement se lancer dans l'intelligence artificielle. Justement, Philippe, ton rapport avec l'IA, est-ce que tu as beaucoup de questions sur l'IA de la part de tes clients? Comment ça se passe un petit peu? Alors, j'aimerais dire non pour provoquer. En fait, bien sûr, oui, travaillant dans l'IT, travaillant dans les données, dans le droit de l'information, on a vécu cette émergence de l'IA et cette convergence de toutes les technologies pour se diriger vers l'IA. Mais pourquoi est-ce que j'aurais voulu dire non? C'est parce qu'en fait, en tant que pur juriste, j'aurais tendance à dire pour le moment, l'IA n'existe pas en tant que telle dans les textes législatifs. Il y a des propositions, il y a des projets de loi qui sont en cours au niveau européen, il y a même une définition qui a été proposée. On attend de voir l'ultime version de cette définition très bientôt dans le cadre de l'AI Act. Mais en l'occurrence, actuellement, on parlera davantage de logiciels, on parlera d'infrastructures, on parlera de hardware, de software, de données, on parlera de plateforme, on parlera de cloud computing, même si c'est également un terme assez vague, mais dans lequel on a déjà beaucoup travaillé. Et finalement, les personnes qui veulent soit développer de l'IA ou adopter de l'IA, c'est un peu à tout cela qu'elles touchent en même temps. Mmh. Et en ayant dit ça, finalement, quelles sont les législations actuelles en matière de l'IA? C'est exactement les législations qui s'appliquent à tout ce que je viens de dire. Donc il y a déjà des règles en matière de droit des logiciels, comment sont protégés les logiciels, qu'est-ce qu'un logiciel, quelles sont les responsabilités en termes de logiciels. Il y a toutes les réglementations en matière de données, donc en fonction des données, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc il y a eu pas mal de développements, je dirais ces 2-3 dernières décennies en matière de droit de l'information et droit des données. Donc en matière de réutilisation, en matière de protection des données, en matière de secret, de confidentialité, et évidemment, bien entendu, en matière de protection des données à caractère personnel. Et donc ça, le RGPD, c'est un règlement qui est déjà en vigueur depuis quelques années, que l'on commence à maîtriser, que l'on applique de plus en plus, et qui a de fortes répercussions déjà sur l'IA. Ici, on me demande quelle est la régulation actuelle en matière de l'IA. Parmi beaucoup d'entre elles, la première qui vient à l'esprit, c'est le RGPD dès qu'on touche à des données à caractère personnel. Et justement, du coup, comment le RGPD affecte l'utilisation de l'IA Donc, il faut déjà comprendre un peu ce que c'est que l'IA. Donc, l'IA, ce sont des logiciels particuliers qui ont été entraînés sur base de données. Et donc là, directement, on a une première introduction des données, c'est au moment même du développement, de la création de l'IA. Et à ce stade-là,
en fonction des IA, on sera déjà tenté d'aller chercher des bases de données avec énormément de données à caractère personnel pour faire une chose ou l'autre. Ça peut aller dans tous les sens. Mais par exemple, on peut imaginer que l'on veuille faire une IA dans le domaine de la santé pour reconnaître des tumeurs. Et bien pour cela, il faut avoir beaucoup de radiographie, beaucoup d'imagerie médicale qui proviendront de personnes réelles et donc qui déjà se posent la question, etc. Donc ça, dans tous les domaines, il y aura cette question-là. Donc au niveau de l'entraînement de l'IA, il y aura une réutilisation massive dans certains cas de données à caractère personnel, pas dans toutes, mais pas dans toutes les situations, mais dans certains cas. Et puis, une fois que l'IA est développée, eh bien, certaines IA vont réagir par rapport aux données personnelles qu'on va leur donner dans des prompts, où on va les alimenter pour avoir des résultats. Et donc là, c'est plus donc pour faire de l'évaluation sur des personnes, l'évaluation sur l'état de santé, l'évaluation sur plein de choses. Et là, à ce moment-là, les IA pourraient même arriver jusqu'à prendre des décisions à la place d'êtres humains relatives à des personnes définies. Et donc là, on arrive à des phénomènes où on est carrément sur la décision automatisée qui peut impacter les gens. Et là, typiquement, le RGPD couvre également cet aspect-là en particulier en disant on a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision complètement automatisée si ça nous affecte dans nos droits et nos libertés. Et cela est déjà réglementé dans le RGPD. Okay. Et par exemple, pour nos entrepreneurs qui nous écoutent, enfin pas que les entrepreneurs, mais surtout les entreprises manufacturières, mais par exemple, quelles clauses devraient-elles inclure dans leur contrat avec les clients justement et leurs fournisseurs concernant leur solution d'IA? Alors, c'est une question qui est vite posée, mais alors pour y répondre, il y a moyen d'aller également dans tous les sens. En fait, il faut aborder ça de manière plus fondamentale en se disant, mais de quelle IA est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment est-ce qu'on va l'adopter? Déjà, une question préalable, c'est l'adoption même de l'IA. On ne va pas adopter une option IA comme on va acheter une licence AutoCAD. Pourquoi? Parce que la licence AutoCAD, elle est bien déterminée, elle est bien précise, on sait ce qu'elle fait, on sait pour qui elle... Voilà, c'est un logiciel très bien encadré, très bien... C'est une licence, en l'occurrence, le contrat principal. Là, l'IA, ça va être, est-ce qu'il va falloir la développer? Est-ce qu'il va falloir la customiser? Qu'est-ce qu'elle va faire? Quel type de données est-ce qu'elle va traiter? Quel type de décision elle va prendre? Et c'est toutes ces questions-là qui auront davantage trait aux fonctionnalités et aux méthodes de développement qui vont faire que on va essayer d'encadrer par des clauses contractuelles l'acquisition ou l'adoption de ces technologies. Donc malheureusement, il n'y a pas de réponse unique à cet égard. Par contre, peut-être que plus loin dans le séminaire, on pourrait peut-être aborder les questions précises, par exemple, par rapport à ChatGPT. Qu'est-ce qu'il y aurait dans le contrat de ChatGPT qui pourrait éventuellement être embêtant ou pas embêtant? C'était ma question, justement, parce que je me disais, on peut pas passer à côté de ChatGPT. Et c'est vrai qu'on entend de plus en plus, même pas que dans la construction, mais beaucoup de gens maintenant se disent, dans les entreprises, à un moment donné, un employé va utiliser ChatGPT. Des fois, des fois, le patron n'est peut-être pas au courant. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en garde par rapport à ça? Ou, en fait, quelle est la bonne utilisation de ChatGPT? Parce que tout le monde utilise un peu comme ça, de manière un peu, j'ai envie de dire naïve. Mais. Oui. De mon point de vue de non-légiste, il faut savoir que ChatGPT, si on utilise l'interface de ChatGPT, les données, d'abord, sont envoyées aux États-Unis. Donc, si c'est des données personnelles, le RGPD est, je pense, violé. Si on envoie des données personnelles dans le ChatGPT, ça il faut le savoir. Et en plus, si on utilise ChatGPT, les données seront réutilisées pour le réentraînement de GPT-4. Donc il faut faire très très attention avec ça. Si on utilise l'API, donc ça c'est un moyen donc que les informaticiens, enfin que les programmeurs peuvent utiliser, ils garantissent que les données ne sont pas réutilisées pour l'entraînement, mais il faut savoir que les données quittent le territoire européen. Donc, je vais laisser le spécialiste répondre. En fait, ça dépend de la version de ChatGPT. Mais s'il y avait moyen d'avoir un slide, parce que je l'avais justement... je ne suis pas un vendeur de ChatGPT, mais c'est uniquement à but scientifique. Il faut se rendre compte qu'il y a 3 versions. Il y a une version qui est gratuite, où n'importe qui peut se loguer avec un login, un password, et peut commencer à l'utiliser. La seule chose, c'est que c'est une version qui date. C'est la version 3.5. Puis après... il y a une version qui est sortie assez récemment, qui est la version Plus,
qui elle était à $20 par mois. Elle donnait accès à GPT-4, plus de fonctionnalités, mais effectivement, ce n'est qu'une version plus, mais pas professionnelle, pas entreprise. Et il y aurait une dernière version. Alors, je dis il y aurait, ou il y a, oui, il y a en tous les cas, elle fait partie de l'offre de ChatGPT, qui est la version entreprise. Alors là, au niveau du prix, on n'en sait rien. Et effectivement, dans cette version-là, il y a beaucoup plus de garanties qui sont données par ChatGPT. Maintenant, il y a une réalité derrière ça. La réalité, c'est que la version gratuite, tout le monde peut l'utiliser. La version plus, ben déjà, il y a un blocage. À un moment donné, ils ont stoppé l'accès à cette version-là, mais peu importe. Et puis la version entreprise, il faut vraiment être un gros professionnel qui s'adresse directement à ChatGPT, qui va négocier en vis-à-vis avec ChatGPT pour le prix. Et là, eh bien, il y a très très peu d'élus et ce sont vraiment des entreprises hyper importantes. Donc, on va partir du principe que quand on parle de l'utilisation de ChatGPT, qu'on l'on fait en entreprise ou qu'un employé va faire, il va pas basculer sur la troisième, ça c'est certain. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les conditions générales de la version gratuite ou de la version plus. Et là, effectivement, on se rend compte qu'il y a énormément de limitations de responsabilité dans l'usage de ChatGPT. Il y a ces questions donc de confidentialité où on dit clairement que ChatGPT va pouvoir réutiliser tout ce qui a été donc tout ce qui a été, enfin, les prompts et l'usage qui aura été fait de ChatGPT pour réentraîner la machine. Et donc, il n'y a absolument aucune certitude, voire le contraire en matière de secret. Et il y a toute une série de limitations qui fait que c'est effectivement ça serait dangereux d'utiliser ChatGPT sans garde-fou et sans être clairement encadré. Et donc là, à ce niveau-là, de la même manière qu'en matière de cloud, on parlait déjà de shadow IT, quand les employés commençaient à développer sur leur côté, sans en parler à la direction, tel ou tel petit programme informatique pour automatiser telle ou telle chose, sans avertir les gens, et donc là, ça crée des risques. Et bien de la même manière que un employé qui commencerait à utiliser ChatGPT dans le cadre de son travail risquerait à un moment donné de commettre un impair, soit parce qu'il violerait, il ne respecterait pas la confidentialité, soit parce qu'il utiliserait des données à caractère personnel, les enverrait en dehors de l'Europe sans que ça soit encadré, voire même il s'attribuerait des droits d'auteur qu'il n'aurait peut-être pas parce que il a utilisé une ChatGPT, donc une IA générative, et parce que c'est le service de marketing de l'entreprise, il aurait commencé à réutiliser des textes qui auraient été générés par ChatGPT de manière publique et qui sait aurait éventuellement violé également les droits d'auteur. Donc voilà, c'est le type de situation. C'est pour ça que quand on dit que adopter l'IA, ça ne se fait pas à la légère, mais non seulement ça ne se fait pas à la légère, mais il faut également que ça se prenne vraiment au top niveau. À ce niveau-là, petite parenthèse, donc récemment, on a appris que aux États-Unis, donc la SEC, le régulateur financier américain, avait imposé à Disney et à Apple de faire voter au comité d'actionnaires l'adoption de technologies d'IA. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus que simplement adopter une machine ou une technologie, c'est vraiment un changement radical dans la manière de produire, dans la manière de traiter les employés. Dans quelle mesure est-ce que ces machines vont remplacer des employés? Donc il y a aussi des réflexions sociales autour de cela. Donc c'est une décision qui normalement se prend pas à la légère. Et pour se protéger, justement, est-ce qu'il existe déjà des assurances pour nos entreprises? Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'assurance et je ne suis pas vendeur d'assurance. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est une analogie, par exemple, avec le RGPD. Donc, en matière de cybersécurité, en matière de protection des données, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il n'y avait pas d'assurance. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas le phénomène, c'était compliqué, on ne savait pas très bien de quoi on parlait. Et puis finalement, un peu l'occasion fait le larron, l'ouverture du RGPD. Donc, on identifie de gros risques, de grosses responsabilités. Et là, les compagnies d'assurance se sont dit, ben voilà, il y a peut-être moyen d'encadrer ça et d'offrir des produits. Mais bon, tout cela, ça prend du temps à se mettre en place. Et donc ici, l'IA, on est qu'au début. Donc on parle de futures réglementations au niveau de l'Europe,
que ce soit l'AI Act, que ce soit donc le projet, le nouveau projet directif sur la responsabilité en matière d'IA, que ce soit la rénovation du système de produits défectueux où on inclurait l'IA. Bref, puisqu'on rajoute toute une série de couches de responsabilité et donc de risques, il est probable que les assurances remarquent qu'il y a un marché et développent des produits. Mais à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il existe encore des produits protégez-vous contre d'éventuels dommages créés par l'IA. Peut-être que de votre côté, vous avez déjà vu, mais on peut s'attendre à ce que dans les prochaines années, oui, ça se développe. Et comme tu disais, ben, voilà, quand on met de l'info dans le chat GPT, et qu'on utilise l'IA, au final, on ne sait pas toujours où se rendent nos données. Il faut, je suppose, faire super attention aussi aux législations étrangères, voilà, pour notre utilisation, ou à ce niveau-là, pas forcément plus d'inquiétude que ça. Ben, le droit, donc par définition est national. Hein, il est lié à une certaine géographie. Donc il y a le droit belge, il y a le droit français, il y a le droit européen, et puis après il y a le droit suisse, il y a le droit aux États-Unis, etc. Et donc forcément, quand on sort de la Belgique, on reste en Europe, on peut déjà se dire il y a une certaine harmonisation. Donc il y a beaucoup de choses qui sont communes. On partage un socle commun. C'est ce qui va bientôt être le cas avec l'AI Act, qui est un règlement. Donc un règlement, c'est pas une directive, donc c'est quelque chose qui s'impose directement à tous les États. Et donc là, on aura déjà de bonnes bases pour se dire, OK, on parle le même langage, on applique les mêmes droits, on reconnaît les mêmes libertés et les droits fondamentaux aux individus. Et donc, normalement, traverser les frontières au sein de l'Union européenne ne devrait pas être trop problématique. Maintenant, effectivement, quand on sort des frontières, déjà, une fois de plus, exemple avec le RGPD, que dit le RGPD? Eh bien, normalement, envoyer des données à caractère personnel en dehors de l'Europe, c'est normalement interdit, sauf si on s'assure que le pays qui réceptionne les données donc adopter un niveau équivalent de protection, ou alors on met en place certaines mesures telles que des clauses contractuelles additionnelles. Et donc, quand on envoie les données à une personne qui réceptionne, par exemple, aux États-Unis, eh bien, en mettant en place un contrat spécifique, on peut envoyer ces données. Mais si on ne fait rien du tout, alors effectivement, on s'expose à des problèmes. Au niveau de l'IA, donc de l'AI Act, eh bien, il faudra également voir dans quelle mesure est-ce que dans les relations entre les différents intervenants, s'il y a des intervenants externes à l'Europe, internes à l'Europe, où sont-ils placés, quelles sont les responsabilités de chacun, tout ça, c'est un travail qu'il faudra faire et qui sera important. Oui. Okay. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Philippe. Mais donc, j'entendais tout à l'heure par rapport aux défaillances pour le moment. Donc, s'il y a un problème, finalement, l'entreprise, comment pour se protéger, s'il y a un problème à cause d'un système IA qu'il a mis en place, au niveau des responsabilités pour les gérer, pour le moment, c'est un petit peu flou. On doit attendre un peu que les choses sortent, ou alors il doit... il y a le maintenant, il y aura le futur. Donc, à l'heure actuelle, on va analyser cela sur base des règles qui sont déjà applicables. Donc, il y a des règles en matière de responsabilité contractuelle, extra-contractuelle. En matière de responsabilité qu'on dit sans faute, tel que produit défectueux, justement, il y a un problème, c'est qu'actuellement, l'IA n'est pas explicitement dans le cadre des produits défectueux. C'est justement pour ça qu'il y a un projet maintenant pour les faire rentrer dans le cadre des produits défectueux. Donc, on a la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle. Beaucoup de choses seront régulées par contrat, parce que déjà dans le développement de l'IA, il y aura pas mal d'intervenants qui viendront en chaîne les uns des autres, et chaque fois il y aura une relation de contrat de vente, contrat de service, contrat de développement, beaucoup de choses. Et donc, qui dit contrat, dit également responsabilité contractuelle. Donc, à ce niveau-là, le tout, c'est de vérifier donc les contrats, voir qui prend quelle responsabilité, surtout voir qui s'exonère de quelle responsabilité. Et puis, dans l'extra-contractuel, le contractuel et l'extra-contractuel fonctionnent de la même manière. Comment ça fonctionne en matière d'indemnisation? Donc, il faut y avoir une faute, un dommage, un lien de causalité. Et la personne qui se plaint doit prouver tous ces éléments. Et quelle est la problématique avec l'IA? La problématique actuelle avec l'IA, c'est que il est compliqué de comprendre ce que c'est que l'IA, et encore plus compliqué de comprendre comment elle a été développée. C'est quasiment impossible de savoir sur quelle base de données elle a été entraînée. Et donc, au final, quand on est victime de ce qu'a fait une IA, on est un peu démuni, parce que qui a commis une faute,
produit défectueux ou pas? Ben, pour le moment pas. Est-ce que le développeur a fait une faute? Est-ce que celui qui a collecté les données de la base de données a fait une faute? Est-ce que le producteur, est-ce que mon fournisseur a fait une faute? Donc il y a vite moyen on voit que il y a beaucoup d'intervenants et que c'est très difficile de dire qui fait quoi, qui est responsable de quoi, et également aussi d'obtenir des preuves. Et c'est justement là où ce nouveau projet en matière donc de responsabilité extra-contractuelle, donc le projet de directive sur la responsabilité extra-contractuelle rentre en jeu. Pourquoi? Parce qu'il va donner des droits à pouvoir obtenir certains éléments de preuve. Donc au lieu d'être face à un fournisseur qui dit ce secret d'affaires, non, voilà, c'est une boîte noire, eh bien non, on va pouvoir aller chercher des preuves en disant j'ai eu un problème, j'ai eu un dommage, j'ai du mal à le prouver, mais vous allez m'aider, vous avez l'obligation de prouver le dommage. De la même manière, dans ces nouvelles règles qui ne sont pas encore applicables mais qui sont en projet, il y aurait aussi des règles en matière de présomption en disant ah oui, si j'ai subi un dommage et si une IA est intervenue, eh bien dans une certaine mesure on va pouvoir présumer que cela vient d'un problème lié à l'IA. Et donc pour le moment on est face à ces problématiques et il y a des projets sur la table à l'heure actuelle au niveau du législateur européen pour essayer de trouver des solutions et faciliter les personnes dans le cadre de la demande d'une indemnisation. Ok, ben, merci beaucoup Philippe. Il nous reste peut-être encore quelques minutes avant de passer donc au use case de Caroline. Si tu devais donner 3 conseils juridiques donc à nos entrepreneurs et à nos entreprises industrielles qui veulent se lancer dans l'utilisation de l'IA, finalement, quel serait-il? Oh, ok, donc ça c'est de l'improvisation. Le premier, c'est pas un conseil juridique, mais c'est tout à fait lié au droit, c'est que la meilleure façon d'éviter les problèmes juridiques, c'est de pas les créer. Autrement dit, on est dans une vague où tout le monde fait de l'IA, tout le monde veut faire de l'IA, et tout le monde veut dire qu'il fait de l'IA. Et il y a souvent des projets qui sont magnifiques et on voit vraiment la valeur ajoutée, mais il y a des projets où on dit mais à part l'effet de buzz ou de marketing, je ne vois pas l'intérêt de le faire. Or, pour le faire, on va commencer à toucher à telle législation, telle législation, telle législation. Donc, il y a un peu de rationalité en se disant, l'IA, il y a du bon, il y a du pas bon, il y a du tout à fait efficace, il y a des choses qui sont peut-être inutiles. Bien choisir l'IA, justement, grâce à des professionnels qui pourront dire si effectivement s'il y a une valeur ajoutée ou pas dedans, c'est absolument essentiel. Et voilà. C'est pas exactement juridique, mais voilà. Et puis une fois qu'on se dit voilà, il y a vraiment au niveau technique, au niveau de la valeur, un intérêt, alors eh bien se renseigner, bien être conscient, bien faire ses analyses d'impact, bien s'encadrer. Alors je dis pas qu'il faut embarquer un éthicien pour chaque projet IA, mais il faut avoir le bon feeling pour se dire oui. Ça dépend du niveau de risque, des conséquences des décisions qui sont prises. Exactement. Mais là, une fois de plus, l'AI Act, qui est attendu donc maintenant, qui a été adopté en trilogue et qui devrait bientôt voir le jour, établit justement toute une série de catégories d'IA en fonction du niveau de risque. Et donc la première chose à se poser comme question, même si l'AI Act n'est pas encore totalement adopté, c'est déjà de se dire en fonction de ça, dans quel niveau de risque est-ce que je suis et quelles seront les futures obligations qui s'appliqueront à moi. Donc voilà, bien choisir son IA, bien se renseigner à temps, et que dire de plus, je pense que oui, s'encadrer des bonnes personnes et avoir les bons contrats avec les bonnes personnes. Et peut-être aussi, parce que c'est vrai que pour certaines entreprises, je pense qu'ils ont peut-être plus de structures, etc., il y a des choses qu'ils mettent en place et qui jonquent un peu plus facilement avec ces règles. Peut-être pour les petites structures, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, simplement de se dire de ne pas laisser aller à tout va et au moins de s'intéresser à savoir, de mettre peut-être un protocole, comme tout projet en fait. Quand on fait un projet, que ce soit un suivi de projet, un devis, des commandes, etc., il y a un protocole à suivre au niveau de l'entreprise et peut-être déjà dans l'entreprise savoir est-ce qu'on est d'accord que notre équipe utilise l'IA et peut-être déjà simplement comprendre ce qu'il y a derrière, comprendre les clauses, comprendre ce qu'on coche. Parce que j'ai bien qu'on avait eu une discussion antérieure des fois et tu avais posé la question, est-ce que on sait réellement ce qu'on fait quand on coche quelque chose sur Internet et qu'on passe? Et à ce niveau-là, personne ne se pose vraiment de questions. Donc peut-être se poser déjà ces questions et de simplement, même si on n'est pas un professionnel de la juridiction, se dire en interne, est-ce qu'on est sûr de ce qu'on fait et de se faire cette petite structure protocolaire. Tout à fait.
Super, ben merci, merci encore une fois Philippe. Alors, ben pour passer à la suite, c'est vrai que Mélanie, enfin et Caroline aussi, vous avez déjà parlé à plusieurs reprises du Startia et du tremplin IA. À l'occasion donc du précédent lunch du numérique de la construction, on a pu présenter le Startia et le tremplin IA. Vous aurez encore une fois les informations relatives à ces deux dispositifs par la suite pour pouvoir justement vous lancer, car c'est réellement finalement deux portes d'entrée possibles pour les entreprises pour qu'elles puissent se lancer et tester et voir ce que l'IA peut leur apporter. Et donc B12 Consulting, l'entreprise que tu représentes aujourd'hui, est une habituée au final. Elle en a fait, tu le disais tout à l'heure, au moins une bonne dizaine de chaque dispositif. Et c'est souvent des réussites et des choses qui sont profitables pour les entreprises bénéficiaires. Et donc aujourd'hui, tu es venu avec donc un use case justement pour témoigner et montrer ce que ça peut donner pour une entreprise finalement d'utiliser ces deux leviers financiers. Oui. Alors, je vais peut-être dire un petit mot d'abord sur la différence entre les deux. Donc, le Startia a vraiment pour but, c'est vraiment des entreprises qui touchent pour la première fois à l'IA et qui se demandent, l'IA, j'en entends parler partout. Mais en fait, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Est-ce que c'est vrai qu'en construction, on y pense peut-être, il y a des entreprises, on a fait un projet en quincaillerie, c'est pas spécialement des domaines auxquels on pense on peut utiliser l'IA, mais donc les Startia va permettre de faire ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va parler avec plusieurs départements ou plusieurs personnes dans l'entreprise, parce que toutes les entreprises n'ont pas plusieurs départements, et on va leur demander de nous expliquer comment leur entreprise fonctionne, quels sont les différents process en place, et on va essayer d'établir une liste de use cases, et on regarde à deux choses très importantes. D'abord, quelle est la faisabilité? Est-ce que l'IA peut vraiment aider technologiquement? Est-ce qu'il y a les données? Est-ce qu'il y a la technologie qui existe pour résoudre ce problème? Et à quel point elle est difficile, voire coûteuse à mettre en place? Enfin, il y a deux axes déjà là. Et puis aussi, quel est l'apport? Qu'est-ce que ça va rapporter à l'entreprise? C'est deux choses qui sont importantes. Et donc, ça nous permet un petit peu de classifier un ordre d'importance et d'identifier ce qu'on appelle les quick wins, parce que c'est par là qu'il faut commencer. On n'est pas obligé de faire un énorme projet. Il y a plein de petits projets qui peuvent être faits en IA et qui sont faciles à faire et qui vont permettre à l'entreprise d'avoir des gains assez facilement dans leur processus. Le tremplin IA est beaucoup plus... je vais peut-être trop vite. Le tremplin IA est beaucoup plus précis, c'est-à-dire que on va avoir déjà un projet bien défini en tête. On va écrire un projet et on va avoir un budget pour pouvoir en fait développer, faire ce qu'on appelle un proof of concept, c'est-à-dire qu'on va pas encore l'intégrer dans l'entreprise, mais on va avoir les données et on va développer un algorithme et peut-être un petit emballage autour qui permet en fait de tester et de voir est-ce que ça vaut la peine d'intégrer ce système IA dans mon entreprise, est-ce que ça fonctionne, est-ce que les résultats sont assez bons, parce que je rebondis un petit peu sur ce que disait Philippe. C'est important de se rendre compte que l'IA, ça reste un système qui est basé sur des statistiques. Donc c'est important de se souvenir que ça se trompe. Ceci dit, l'humain se trompe aussi parfois, mais il y a une marge d'erreur. Ça n'a pas une connaissance absolue. Ce n'est d'abord aussi bon que les données sur lesquelles il est entraîné, et il peut faire des erreurs. Donc pour nous, c'est aussi important de réfléchir dans ce cadre-là, et aussi d'avoir des systèmes dans lesquels il est clair d'un point de vue interface et la façon dont les utilisateurs vont interagir avec le système, que ça reste un ordinateur qui prend une décision et que la décision finale, ça leur revient toujours à eux en tant qu'humains. Donc c'est quelque chose de très important aussi. Alors ce use case, c'est pour une entreprise qui n'est pas dans la construction, mais qui fait du transport de matériel radioactif. Et en fait, le use case n'a rien à voir avec le transport de radioactivité. C'est quelque chose qui est très transportable. Alors on n'a pas tellement parlé des différents types d'IA, mais il y en a énormément. Il y a l'IA plus classique, ce qu'on appelait du machine learning, qu'on peut penser à des régressions linéaires où on donne beaucoup de données. En fait, c'est capable de reproduire. Ça trace en fait une fonction, et si on lui donne des nouvelles données, il va pouvoir dire, moi, je prédis que, en fonction de ces données, on va avoir ça comme résultat.
Puis il y a eu le computer vision et tout ça. Et la dernière année, je crois que ça fait pas très longtemps que ChatGPT est sorti, la grande révolution qui était déjà en marche avant, c'est ce qu'on appelle les large language models. Donc ce sont des modèles qui s'entraînent sur énormément de données. Alors ils sont différents parce qu'il y a 1,7, je pense, trillion de paramètres dans GPT-4. Donc ils sont juste très grands et ils sont plus intelligents, si je puis dire, ou ils savent faire beaucoup de choses parce qu'ils ont vu tellement de données, mais c'est des données linguistiques, il faut comprendre. Donc c'est vraiment basé sur du langage. Ça ne réfléchit pas, ça n'a pas appris à calculer, ça a appris dans tout le langage que j'ai vu, la plupart du temps, 2 plus 2, ça fait 4, typiquement. Mais c'est pas que ça comprend que 2 et 2, c'est 2 fois 2 unités et que donc ça fait 4. Ça, c'est important aussi à comprendre. Ça n'a pas de logique en soi. C'est vraiment juste reproduire le langage. Et donc, leur problématique, qui est vraiment plus une fonction de support, hein, donc je pense que les large language models dans les industries plus manufacturières, elles vont surtout aider du côté du support, donc tout ce qui est ressources humaines, administratif, facturation. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est ils ont un devis quand ils doivent faire un transport. Le devis n'est pas toujours structuré de la même manière. Il peut avoir les choses qui sont comprises dans le prix, les choses qui pourraient se passer qui ne sont pas encore comprises dans le prix, des options. Le prix peut être par camion de transport, par exemple. Ils savent qu'il y en aura plusieurs, mais ils savent pas encore combien. Donc le devis, c'est une base, mais ne définit pas un prix définitif. Donc ça, c'est une partie des données. Et puis le transport se passe, et il y a ce qu'on appelle un manifeste. Donc le manifeste, en fait, explique ce qui s'est passé réellement. Combien de camions ont été utilisés, s'il a fallu une des options qui était prévue ou pas. Et donc, ce qu'on a fait, c'est un système où on donne ces 2 documents, et puis on utilise une technologie qui s'appelle LangChain. Donc c'est quelque chose qui est capable de faire plusieurs étapes. Donc ça va d'abord lire un document, extraire des informations du premier document, lire le deuxième document, extraire des informations du deuxième document, comparer les deux, et puis ça va être capable de créer une facture grâce à GPT-4, parce qu'il va comprendre en fait le langage de ce qui était écrit dans le devis, le langage de ce qui était écrit dans le manifeste, de combiner les deux pour créer la facture qui reprend les prix qu'il y avait dans le devis et qui reprend en fait ce qui s'est passé réellement. Alors, comme je dis, c'est toujours très important, c'est pas qu'on sort la facture en PDF et qu'on l'envoie au client tout de suite. Il y a une étape de validation qui se fait, donc où la personne qui est responsable de la facturation va voir les 2 documents, va voir la facture qui est sortie et va pouvoir être capable de faire des ajustements par rapport à ce qui a été dit. Et donc ça c'était ce qui a été fait pendant le POC du tremplin IA. Donc il a fallu trouver ces données et puis entraîner. Et puis il faut aussi un petit peu qu'on cherche parce que évidemment les étapes, comment on décompose les étapes à faire, c'est très important. Je ne sais pas si tu as expliqué ce qu'était un POC, parce que peut-être que un dans POC, les gens pardon. qui nous écoutent, peut-être que certains... Donc un POC, c'est pour l'anglais Proof of Concept. Donc c'est vraiment un scope très bien défini où on prend un certain nombre de données et c'est vraiment, comme le nom le dit, prouver que le concept est faisable et qui vaut surtout la peine, parce que la plupart du temps, on sait que c'est faisable quand on est à ce point-là, mais que les performances de ce qu'on va développer sont assez bonnes que pour valoir la peine de le productiser et le faire, en faire partie intégrante des processus. Okay. Alors ça, c'est un peu l'étape, voilà. Donc on a fait le POC. Et maintenant, on est content, on trouve que ça se passe bien, mais quelle est l'étape après? L'étape d'après, c'est vraiment de l'intégrer avec un ERP, par exemple, d'une entreprise, et de dire, eh bien, automatiquement, quand le manifeste va être mis dans le dossier du client, je vais aller rechercher le devis qui va avec, je vais construire ma facturation, je vais envoyer un email à la personne avec un lien où elle doit vérifier la facturation. Et donc, vraiment, c'est l'intégration de ce POC qu'on a fait, donc de ce nouveau système IA qu'on a développé dans le système existant de l'entreprise. Okay. C'est assez intéressant parce qu'on disait tout à l'heure que c'était pas un exemple de construction, mais finalement les devis, la gestion d'entreprise, les ERP,
ça fait partie, en fait, d'un des besoins prioritaires, même du secteur de la construction. Alors, on a souvent des questions sur les devis, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Hein. On pourrait même imaginer d'aller plus loin, d'automatiser les devis. C'est une question qu'on a déjà eue des entreprises. Voilà, tiens, on perd un temps fou à faire des devis et on aimerait bien, parce que c'est une période où on gagne pas d'argent, et il faut essayer que ce soit aussi le plus productif possible, parce que l'IA pourrait avoir un intérêt pour automatiser cette création de devis. Alors, je pense que oui, certainement, mais non, avec l'avènement des LLM, je pense certainement qu'on pourrait le faire. Ce qu'il faut, c'est d'abord des données, donc des devis qui ont été faits. Je pense aussi qu'il faut les spécialistes qui les font, qui nous expliquent en fait quels sont les processus que suivent, parce que si ça leur prend du temps, ça veut dire qu'ils ont des étapes. Je suppose qu'ils réfléchissent d'abord aux besoins matériels, aux besoins, combien de temps ça va prendre de faire, aux besoins en personnel, je vais dire, et puis qu'ils vont chercher des prix, où est-ce qu'ils vont les chercher. Mais comme je disais, on a ces LangChain, ces agents, et donc on peut vraiment encoder toutes ces étapes par lesquelles passe l'humain, et on peut même penser, on automatise une partie à la fois. Donc on dit juste, il va écrire le devis, il va mettre, moi j'ai besoin de ces matériaux-là, et dans une première phase, par exemple, le système IA va juste aller chercher les prix possibles ou les meilleurs prix possibles sur certains sites ou dans une base de données. Je sais pas comment ils fonctionnent, je devrais parler avec eux. Et puis dans un deuxième temps, on va avoir tellement de données, de devis qui sont faits. S'il faut, je sais pas, construire une maison à 2 étages avec autant de fenêtres, il va être capable de faire déjà lui-même un draft parce qu'il en aura vu tellement de tous les matériaux qu'il faut. Donc c'est des choses qui sont possibles. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait phaser parce que ça prend du temps, mais je suis sûre qu'il y a énormément de connaissances et d'expériences qui vont dans la réalisation d'un devis. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait encoder au fur et à mesure dans des systèmes IA, je pense. Pour éviter certaines erreurs, passer du temps sur des choses, que le devis reste essentiel, mais il y a des étapes des fois qui sont un petit peu lourdes ou redondantes, qu'on fait toujours la même fois, alors qu'on pourrait peut-être, en effet, où l'IA pourrait avoir une valeur ajoutée. Ouais. Mais c'était important ce qu'on disait aussi, parce que je pense que des fois les entreprises se disent il y a un problème, et d'office l'IA a la solution. Vous avez peut-être déjà été confronté aussi à des entreprises qui venaient et qui disaient j'aimerais intégrer l'IA, mais qu'on se rend compte en fait que l'IA n'est peut-être pas la technologie et qu'il y a d'autres technologies aussi. Parce que des fois j'ai l'impression qu'on se dit c'est l'IA toujours, mais en fait pas forcément. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je suis pas du tout pour tuer une mouche avec un canon de manière générale. Et quand on parle d'IA, là on parle des LLM. Il faut savoir que énergétiquement, c'est une catastrophe en fait. Ça utilise énormément d'énergie. Ça a aussi un certain coût. Chaque fois qu'on fait un appel, ça a un certain coût. Et il y a peut-être, ne fût-ce que des plus petits systèmes IA ou des choses plus classiques qui vont déjà faire des choses, certaines tâches très très bien. Donc il faut pas toujours aller à la dernière technologie. Il y a des technologies plus anciennes qui fonctionnent bien dans certains cas, donc il faut toujours bien avoir le problème. Et puis parfois ce n'est pas de l'IA, c'est juste de la statistique ou même d'autres systèmes digitaux ou pas qui peuvent aider dans certaines situations. Mais je pense qu'il faut vraiment faire une analyse et il faut vraiment, pour moi, un projet IA, ça commence par d'abord bien comprendre l'entreprise et bien comprendre leurs problématiques. Une problématique, la décomposer en plus petits morceaux et voir. Je pense qu'aujourd'hui, parce qu'on est au début de l'IA, c'est important de trouver les quick wins. Donc vraiment, les petites choses qui sont pas très compliquées, mais ennuyantes ou ennuyeuses à faire et qui peuvent être réalisées facilement. On ne doit pas toujours sortir... on ne doit pas toujours utiliser GPT-4 pour résoudre tous les problèmes. Il y a d'autres problèmes qui se résolvent avec des solutions beaucoup plus pas faciles, mais qui ne sont pas la dernière technologie qui existe depuis des années, qui ont fait leur preuve. Et pour revenir au cas d'usage de Transrad, par exemple, ce projet, il a duré combien de temps Alors, c'est un tremplin IA. Je pense qu'il a commencé en septembre et on l'a terminé au mois de décembre. Ah oui, donc c'est aussi très très rapide. C'est très rapide. Et justement par rapport au dispositif tremplin IA et à la charge administrative que cela peut engendrer. Enfin, est-ce que c'est lourd pour une entreprise qui souhaiterait se lancer? Alors le tremplin IA, je pense qu'il y a un dossier qui fait plus ou moins, je pense qu'il doit faire au moins 7 pages.
Mais il faut savoir que nous, on écrit une bonne partie, puisqu'on écrit une bonne partie des technologies qui doivent être aidées. La partie entreprise, c'est plus comment ils vont la valoriser, quelle est la problématique qu'ils rencontrent, et description de leurs problématiques. Donc ça, on l'écrit en général conjointement avec l'entreprise bénéficiaire. Donc je pense en général, nous on compte 1 voire 2 jours pour remplir ce dossier. Puis il y a un dossier administratif. En général, on remet nous-mêmes la candidature avec... on ne demande pas à l'entreprise bénéficiaire de le faire. Je pense que c'est l'entreprise experte qui s'en occupe. Et par la suite, je pense qu'il faut remettre des factures. Nous, on doit remettre nos timesheets, mais c'est assez léger administrativement par rapport à d'autres dispositifs. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est que c'est quelque chose que... Bon, après, on a une certaine expérience aussi pour les écrire. Donc, c'est vrai qu'on a des templates qui nous permettent d'être un peu plus efficients sur la manière de les remplir. Mais c'est pas des dispositifs très, très lourds. Oui. Et donc il y a un jury qui est piloté donc par l'agence du numérique. Nous l'Infopôle on en fait partie, mais pas moi personnellement. Du coup, je pense qu'il y a des jurys plusieurs fois. Alors il y a un comité d'accompagnement. Donc il y a le jury qui décide l'attribution ou pas des différents projets. Et puis je pense qu'il y a une ou deux réunions, ça dépend parfois des appels. Donc un au milieu de projet, pour voir si on est, si ça se passe bien en fait, si on est sur la bonne track, si on a besoin d'aide sur certains points. On peut penser, parfois il y a des données qui sont difficiles à trouver. Et puis un à la fin du projet, mais avec le Covid on l'a pas toujours eu. Donc en général il y en a un plus ou moins après. Donc normalement en milieu de projet, donc entre le début et la fin, parfois c'est 6 mois, parfois c'est un peu plus court là, septembre. Et puis un en fin de projet pour juste présenter le projet et pour présenter aussi, on doit déterminer des critères de réussite. Voilà, si on a réussi à les objectifs de réussite du projet. Et ça, vous l'avez décidé, mais donc avec l'entreprise bénéficiaire, tout ça est fait conjointement. Conjointement, oui. Ouais. Donc ce qui est important, c'est que ces critères, pour moi, c'est des critères qui doivent être, il faut une performance aussi haute pour pouvoir aller en production. Donc, il faut, il faut que la réponse soit juste dans 90% des cas. Parce que sinon, ça vaut pas la peine pour nous de mettre en production. Par exemple. Donc, c'est surtout, pour moi, l'entreprise bénéficiaire qui doit mettre son niveau pour voir si pour eux, après, il y aura une suite ou pas. Parce que le but du tremplin IA, c'est bien sûr, c'est un tremplin vers quelque chose d'autre et pas de retomber en production, tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Et donc, vous faites partie du pool d'experts, donc labellisé par l'agence du numérique et ses partenaires, à savoir donc qu'il y a un certain nombre d'entreprises actives donc dans tout ce qui est intelligence artificielle qui sont expertes et que donc les entreprises peuvent en fait s'adresser directement si elles ont eu vent du tremplin, du start IA auprès de ce pool d'experts. Mais comme tu le disais si bien, vous aussi, finalement, en fonction de certains de vos clients, etc., vous allez aussi leur proposer cette solution. Oui, ça arrive qu'on propose à des entreprises. Et on parlait tout à l'heure d'appels. Donc, le tremplin IA, il fonctionne donc sous forme d'appels qui vont être décidés à certains moments et peut-être avec un cadre structuré. Un cadre structuré. Donc, il y en a un pour le moment. Ça vaut peut-être la peine de le dire. Il y en a un pour le moment. Je pense que on peut remettre des dossiers tous les mois, le 10 du mois, plus ou moins, de mémoire, jusqu'au mois de mai. Donc, mois de mai 2024. Il a donc été lancé en décembre, ce mois-ci. Donc, c'est le moment de... Voilà. Alors, pour demain, ça va être difficile. Mais pour février, il y a moyen, il y a déjà moyen. Et puis on a jusqu'à mai. Donc, c'est le moment si vous avez une idée qui vous trotte dans la tête. Et pour les autres, pour le start, c'est un mécanisme là qui est ouvert c'est ouvert tout le temps. Et alors là, il y a deux manières. Ou bien vous connaissez une entreprise avec laquelle vous avez envie de travailler, vous la contactez. Et alors ça peut... Mais ça, c'est l'entreprise bénéficiaire qui doit remplir un formulaire via le site de Digital Wallenia for AI, je pense. Et alors, ou bien ils peuvent déjà dire j'ai déjà des contacts avec une entreprise experte, ou alors c'est Digital Wallenia qui fait le matching avec des entreprises expertes. Mais de toute façon, si vous voulez évidemment plus d'infos, faut pas hésiter à vous donc connecter justement sur le site de Digital Wallenia for AI ou à vous adresser directement aussi à l'Infopôle.
voilà, on peut aussi vous guider parce que effectivement, mais parce que mais donc B12 est effectivement membre du cluster Infopôle et nous avons voilà d'autres membres aussi qui sont Experia et prestataires labellisés pour ce type de tremplin. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous, encore sur le retour d'expérience. Moi, j'avais peut-être encore une question sur le retour d'expérience de manière générale. Est-ce que vous voyez peut-être un type d'entreprise ou des entreprises à qui, ou alors vous avez vraiment des petites structures qui peuvent venir vous poser des questions, des grosses structures, il n'y a pas vraiment parce que des fois on se dit l'IA, est-ce que c'est vraiment pour moi, est-ce que je peux me lancer ou est-ce que c'est vraiment ouvert à toutes les structures? Il y a des entreprises expertes qui sont plus spécifiques sur un secteur. Nous on est multisecteur et on a travaillé avec des startups comme avec des grandes entreprises, des corporates. Donc nous, on a, comme notre motto, c'est nous, on a la connaissance de la technologie et pour combler, alors, on a travaillé dans énormément de secteurs, donc on a de la connaissance dans énormément de secteurs, mais je pense que les personnes qui viennent ont leur connaissance et donc c'est dans le travail collaboratif, en fait, qui est important. Donc, je pense que si vous pensez IA dans votre tête, il faut pas hésiter, il faut venir voir et puis on discutera et on verra quel projet on peut monter, on identifiera les... Juste à ce niveau-là, je crois qu'on peut dire aussi qu'il faut pas que les gens s'imaginent l'IA comme étant chaque fois un nouveau chat GPT qu'on reconstruit du début à la fin. C'est qu'il y a de plus en plus de frameworks, en plus sous licence libre et autres, donc il y a de plus en plus de briques préexistantes qui permettent finalement de développer des IA de manière abordable et même pour les plus petits budgets. Alors bon, il faut toujours que ça vaille la peine, etc. Mais voilà, c'est chaque fois qu'on parle d'IA, on ne parle pas chaque fois de ChatGPT, ou bien même parfois, c'est peut-être justement configurer ChatGPT. Et donc là, ce n'est qu'un travail de configuration. Et donc c'est pas on met des guillemets. Il y a qu'à. Hein. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, parfois beaucoup de personnes se disent oui, mais c'est l'intelligence artificielle, c'est super compliqué et ça doit coûter des ponts. Mais de plus en plus maintenant, voilà, il y a des briques toutes faites et l'art, c'est de choisir les bonnes briques et d'aller au plus efficace et également au niveau du budget. Donc ça fait un moment qu'on utilise ce qu'on appelle des modèles pré-entraînés et on utilise ce qu'on appelle le transfer learning. Donc on n'a pas besoin non plus de milliers de données comme il y a 5 ans parce qu'il y avait aussi le problème des données et des données labellisées, parce que des données c'est facile à trouver, mais des données qui sont labellisées correctement. Donc ça fait un moment déjà avec le computer vision qu'on a cette technique qui s'appelle le transfer learning, qui permet d'utiliser des algorithmes qui ont déjà une certaine connaissance et qui sont capables de décortiquer une image, par exemple, pour pouvoir détecter des nouveaux patterns, par exemple, sur des images. Ok, super. On arrive tout doucement au bout donc de ce webinaire. Merci en tout cas à tous les deux d'y avoir participé. Mélanie, peut-être avant de donner le mot de la fin, je ne sais pas si tu as... Non, peut-être juste, voilà, peut-être de rappeler que voilà, si une entreprise aujourd'hui a une question en termes d'IA, qu'il ne faut pas hésiter, hein, comme on disait, à s'adresser aux personnes, parce que je pense que c'est ça aussi aujourd'hui. On rencontre des fois des entrepreneurs qui nous disent, ils savent pas toujours aussi. Ils ont beaucoup de données aujourd'hui. Hein, il y a de plus en plus de logiciels. On encode beaucoup d'informations. Des fois, l'entreprise, elle dit, j'ai plein de données, mais je ne sais pas non plus toujours quoi en faire. Donc, elle n'a peut-être pas toujours non plus la piste vraiment à explorer, mais elle peut être accompagnée aussi dans cette démarche de se dire, voilà, j'ai ça, je ne sais pas toujours vers où je veux aller, mais ils sentent qu'ils peuvent faire quelque chose avec, qu'ils peuvent résoudre un problème. Et donc, il faut vraiment pas hésiter à se dire, j'appelle les experts, donc on est là aussi pour aider. Le Startia, c'est aussi un dispositif vraiment... je pense que c'est 1 heure de remplir, même pas 1 heure de remplir le formulaire de demande. Et au moins de se dire, au moins on sait, on a un petit peu plus de pistes de recherche à ce niveau-là. C'est important de se faire accompagner, je pense, par des gens qui ont plus d'expérience dans l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. C'est une excellente transition aussi pour parler de l'appel à compétences donc de l'Infopôle, parce que donc l'Infopôle, nous sommes d'abord reconnus en tant que cluster du secteur numérique. Parmi nos membres, voilà, on compte les entreprises évidemment numériques, mais on est aussi actif dans les différents programmes de Digital Wallonia, dont Digital Wallonia for AI. On est partenaire officiel de cette stratégie et
Et donc, surtout, vous, entreprise non numérique ou numérique, mais au final qui a besoin de développer certains services, n'hésitez pas en fait à nous envoyer votre besoin via notre site internet ou via infopole@infopole.be. Vous pouvez nous envoyer votre besoin, qu'il soit déjà sous forme de cahier de charges bien complet ou alors simplement une phrase. On vous recontactera pour vous aider à le peaufiner. Et en fonction de ce que vous recherchez, on vous mettra en contact avec nos entreprises membres qui peuvent justement vous aider à réaliser et surtout réussir votre transition digitale en matière d'intelligence artificielle et tout le reste évidemment. Voilà. En tout cas, merci Mélanie d'avoir organisé le tout et voilà. Merci à vous. Merci à toi Céline. Bon après-midi. Merci. Bon après-midi.